Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à Raoul de Bourgogne, duc de Bourgogne et comte d'Auxerre de 921 à 923, puis roi des Francs de 923 à 936. Il est le seul souverain des Francs n'ayant aucun lien avec les trois grandes familles ayant régné sur la France, les Mérovingiens, les Carolingiens et les Capétiens. Vous voulez en savoir plus sur le roi Raoul? Venez avec moi. Raoul de Bourgogne appartient à la famille des Bivinides, descendant de Bivins de Gorse. Il est le fils du duc de Bourgogne Richard II le Justicier, comte d'Autun devenu duc de Bourgogne sous le règne d'Eudes, qui avait écrasé les Normands à la bataille d'Argenteuil en Tournoi le 28 décembre 898. En 921, Raoul épouse Emma, la fille du puissant comte de Paris Robert, frère du roi Eudes. L'année suivante, les barons francs détrônent le roi Charles III le Simple. Le soulèvement militaire des comtes de Francie et de la Francie robertienne éclate durant le printemps 922, quand Charles III le Simple retire à sa tante Rothilde, fille de Charles II le Chauve, et belle-mère d'Hugues le Grand, le bénéfice de l'abbaye de Chelles. Les insurgés proclament la déchéance de Charles le Simple. La cour du souverain carolingien, qui avait anticipé une révolte, ne parvient pas à imposer des mesures militaires. L'assemblée improvisée des révoltés constate la vacance du souverain et élise Robert Ier comme roi le 29 juin 922. Charles le Simple refuse la destitution. Assuré de la neutralité du roi de Germanie, Henri l'Oiseleur, avec lequel il a conclu le 7 novembre 921 le traité de Beaune, il prend son temps pour organiser une riposte. Ses conseillers l'incitent à une grande reconquête de l'ouest révolté de la Francie, en mobilisant ses ressources et ses alliés lotharingiens et normands. L'armée est renforcée par une longue levée de bancs en un an. Elle compte au minimum une dizaine de milliers de soldats à pied, du matériel capable d'assiéger les villes fortifiées et des milliers de cavaliers lourds, force capitale de pénétration. Il s'agit aussi de regagner un prestige militaire perdu depuis la courte défaite de Worms face à l'armée saxonne en 921. Les deux rois et leurs partisans s'affrontent durant lequel Robert Ier est tué le 15 juin 923 à Soissons pendant le combat. Un problème se pose avec la mort de Robert Ier et la destitution de Charles III le Simple. Qui peut à présent monter sur le trône? Robert Ier a bien un fils, le puissant Hugues le Grand, mais celui-ci refuse la couronne. Instruit par l'expérience, Hugues le Grand refuse prudemment la couronne. Le moine Richard de Reims lui prête même ce discours quelques années après qu'il eut refusé la couronne. Le roi Charles est mort misérablement. Si mon père et nous avons blessé la majesté divine par certains de nos actes, il nous faut employer tous nos efforts pour effacer la trace. Discutons d'un commun accord, du choix du prince. Bien que créé roi autrefois par volonté unanime, mon père a commis un grand crime en régnant, puisque vivant encore celui qui seul avait le droit de régner, et que vivant il a été enfermé en prison. Cela Dieu ne l'a pas accepté. Aussi, il n'est pas question que je prenne la place de mon père. Il est plus probable que Hugues le Grand ait pris conscience que les grands du royaume ne soutiendraient pas un roi n'appartenant pas à la lignée carolingienne. Par ailleurs, il est jeune et sans héritier. Il préfère attendre, tout en décidant de faire sacrer son beau-frère Raoul de Bourgogne. Le roi remplit un rôle symbolique incontournable. Il est le lieutenant de Dieu sur terre. Impossible donc d'imaginer que le trône reste vacant. Est-ce donc la mort brutale de son père qui ferait craindre à Hugues le Grand pour sa propre vie? Le vrai problème d'Hugues le Grand est le suivant. On ne peut être à la fois comte, roi, ou en termes de droit, le roi ne peut être son propre comte. Or, Hugues le Grand n'a pas d'héritier incontestable, ni fils, ni frère cadet. Une fois roi, Hugues le Grand serait obligé de disloquer son immense patrimoine entre une foule de cousins et de neveux. Ce serait une catastrophe qui ruinerait les efforts de plusieurs générations. Au plan géopolitique, la dislocation d'une Neustrie bien structurée aurait également de graves conséquences. Hugues le Grand fait donc ce que Robert Ier avait fait à la mort de Eudes, comte de Paris, alors que lui-même était trop jeune pour gérer le patrimoine familial. Il profite de sa position de force pour marchander son renoncement au trône. Le candidat idéal étant Raoul de Bourgogne, qui est en mesure d'accepter le trône, car il a un frère, Hugues le Noir, capable d'assurer l'administration des terres bourguignonnes. L'élection de Raoul de Bourgogne confirme la faiblesse du roi.
En réalité, trois grands princes dirigeant trois grands territoires, Neustrie, Bourgogne, Vermandois, sont les maîtres réels de la Francie occidentale. Le roi, afin de s'assurer le soutien des grandes familles, doit leur distribuer des terres. En 923, Hugues le Grand se fait attribuer le vaste comté du Maine. Guillaume le Jeune échange en 924 un hommage de principe au roi contre la rétrocession du Berry, qu'avait pourtant conquis Raoul Ier en 919. Le turbulent Rollon lui-même se voit concéder Le Mans et Bayeux. En 933, son fils Guillaume Longue-Épée se soulève et obtient le Cotentin et l'Arvenchin. Quand le roi n'a rien à offrir, les grands regardent ailleurs. Gilbert de Lorraine se tourne en direction d'Henri de Germanie contre Raoul Ier. L'arrivée de Raoul au pouvoir est donc le fruit d'un arrangement entre les grands et non le couronnement d'un effort de sa part en ce sens. Nous ne savons rien de ses sentiments, mais on est en droit de se demander si cette élection lui a souri, car la position du roi est très délicate. D'une part, il est sous le contrôle d'Hugues le Grand, à qui il doit sa place, et d'autre part, il est en proie au même dilemme qu'Eudes avant lui. Chef du royaume, il reste le chef d'un clan, dont il doit défendre les intérêts et ceux de ses domaines. Il est confronté à la fois en Francie à des grands qui veulent limiter son influence et en Bourgogne à une noblesse locale agitée. Sans compter l'ennemi commun, les Normands et les Hongrois, car tous attendent de lui qu'il défende le royaume. Sur tous ces fronts, il fera preuve d'une détermination aussi énergique que vaine. Herbert II de Vermandois est l'homme qui, durant les premières années du règne de Raoul, retient captif Charles le Simple. Il lui est facile d'agiter cette menace devant Raoul afin d'obtenir ce qu'il désire. Si Herbert de Vermandois fut un soutien fidèle de Raoul entre 923 et 926, il en veut toujours plus. Il obtient Péronne, puis oblige en 925 Raoul à céder à son fils de 5 ans l'évêché de Reims. Plus tard, après avoir menacé de libérer de nouveau le roi légitime, il obtient la ville de Laon. Pour contrer cette menace constante, Raoul obtient personnellement de Charles III le Simple qu'il renonce à ses droits sur la couronne. Mais le comte de Vermandois oublie que le véritable pouvoir est détenu entre les mains de Hugues le Grand, qui apporte son soutien au roi. Ensemble, ils s'emparent de Laon, Saint-Médard de Soissons, Amiens, Châlons, Château-Thierry. Henri Loiseleur vient en aide à son allié Vermandois. Herbert II Vermandois est contraint à la paix en 935. Mais Raoul doit restituer alors une bonne partie des terres conquises. Mais toute cette énergie est dépensée en vain. Il parvient à rétablir un semblant de paix intérieure. Dans un acte de septembre 935, il déclare vouloir se vouer désormais à l'administration de son royaume. Cependant, plusieurs régions du royaume des Francs ne l'ont pas reconnu comme roi, continuant à dater leurs documents officiels en année de règne de Charles III le Simple. Raoul ne perçoit pas assez d'impôts pour entretenir une armée permanente. Mis à part la Bourgogne, il a beaucoup de mal à mobiliser des soldats. Ce n'est que tardivement qu'il se fait reconnaître par de puissants personnages, à l'image de Guillaume II d'Aquitaine, Raymond III de Toulouse en 932 ou Guillaume Longue-Épée en 933, à savoir 10 ans après son avènement. Pour la première fois sous son règne, des aristocrates frappent monnaie sans même porter la mention de roi de Francie occidentale. Épuisé par les combats et l'énergie déployée, Raoul meurt en 936 sans enfant. À la mort de Raoul Ier, Hugues le Grand pourrait se faire sacrer. Mais Hugues le Grand, une nouvelle fois, ne veut toujours pas prendre la couronne. Il propose alors comme nouveau roi un carolingien, le fils de Charles le Simple, Louis IV d'Outre-mer, en exil à la cour d'Alfred le Grand en Angleterre. La mère de Louis IV, après la défaite de son époux, s'était réfugiée en Angleterre. Hugues le Grand, véritable faiseur de rois, veut mettre sur le trône le fils de celui qu'il a lui-même destitué. En réalité, il veut mettre un roi faible et lui devant son pouvoir, mais la réalité sera très différente. Comme on l'a vu, Raoul, duc de Bourgogne, porte le titre de roi pendant le règne de Charles le Simple, amené sur le trône par un puissant parti lorsque Charles le Simple, abandonné par la noblesse, devient prisonnier d'Herbert, comte de Vermandois. Il fut sacré le 13 juillet 923. Raoul règne 7 ans pendant la vie de Charles le Simple et 6 ans après la mort de ce monarque. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien.
mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'Amiens. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.